Alors, bonsoir et bonjour à tous. Je sais que ce que je vais présenter aujourd'hui va sûrement, euh, comment dire, je vais dire polémique parce que je suis pas quelqu'un de connu ou de je sais pas trop quoi, mais en tout cas ça va animer des consciences. Voilà, j'aimerais présenter les travaux du docteur Étienne de Harvan, qu'on voit ici à gauche euh, en image, et de Jean-Claude Rousset, qui, en 2005, ont publié un livre qui s'appelle Les 10 plus gros mensonges sur le sida. Bon, nom très vendeur, moi que je n'apprécie pas trop, mais enfin bon. Je vais quand même vous partager certaines idées qu'ils énoncent dans leur livre, et moi je trouve qu'elles sont quand même assez intéressantes, et que, et que je pense qu'il faut s'y attarder un petit peu quand même, dans un monde menteur comme sont les humains actuellement, eh bien, je pense qu'il est intéressant de s'y pencher. Et donc, voici ce que nous disent ces personnages. Je vais commencer à y aller parce que nous avons. J'ai réécrit 10 pages recto verso. Donc, on va commencer. Dès l'apparition en 1981 des prétendus premiers cas de ce que l'on nommera par la suite syndrome d'immunodéficience acquise, le sida, les scientifiques avaient tous les éléments en main puisque les causes d'affaiblissement du système immunitaire étaient déjà bien connues et expliquaient l'ensemble des pathologies rencontrées. Intoxication par des substances chimiques illégales ou médicamenteuses, transfusion répétée, malnutrition, stress intense et prolongé. Contre toute attente, on attribua ces phénomènes d'immunodépression à l'action sournoise et délétère d'un virus inconnu jusqu'alors. Un virus qu'à l'heure actuelle personne, parmi les milliers de chercheurs qui travaillent sans relâche à son anéantissement, n'est jamais parvenu à isoler directement d'un malade du sida. Alors, qu'est-ce que le sida? Le syndrome d'immunodéficience acquise, ou sida, n'est pas à proprement parler une maladie. Un syndrome n'est qu'un ensemble de signes et de symptômes survenant simultanément chez le même patient. En l'occurrence, l'immunodéficience secondaire ou acquise, qui se caractérise par une forte diminution, voire un effondrement des défenses immunitaires. La conséquence est que l'individu qui en est atteint devient incapable de combattre les germes infectieux auxquels il est confronté. Ils doivent, dans la proie de ces microbes, il devient, dans la proie de ces microbes, incapable qu'il est de les éliminer. L'immunodéficience acquise n'est pas une nouveauté, contrairement à ce que l'on voudrait nous faire croire. C'est un phénomène connu de longue date, mais qui n'a pu être mis en évidence qu'avec de nouvelles techniques de comptage de certaines familles de globules blancs. Le TCD4X, cellule impliquée dans la défense immunitaire. Depuis longtemps, les deux principales causes d'immunodéficience acquise étaient parfaitement connues et documentées. La malnutrition, l'usage de substances dangereuses pour le système immunitaire, les drogues, certains médicaments, le sang transfusé. Nous verrons par la suite que ces deux facteurs suffisent amplement à expliquer la majorité des cas de sida répertoriés de par le monde. Les premiers cas relativement récents d'immunodépression acquise apparurent avec la mise au point des techniques de greffe d'organes. En effet, lorsqu'un organe est transplanté dans un individu, son système immunitaire le reconnaît comme étant un corps étranger et tente de l'éliminer. C'est sa vocation. Afin d'éviter ce rejet du greffon, on administre au patient des substances chimiques destinées à affaiblir fortement son immunité. Ce sont les médicaments dits entre-jets. L'effondrement immunitaire qui s'ensuit est donc volontairement provoqué dans le but salutaire de maintenir le patient greffé en vie. Il s'agit là
des premiers cas modernes d'immunodéficience acquise, plusieurs décennies avant l'apparition officielle du syndrome SIDA. D'autres classes de médicaments sont également capables de provoquer une immunodépression. Les antibiotiques, par exemple, lorsqu'ils sont utilisés de manière abusive, provoquent sur le long terme des dégâts au niveau des lymphocytes ou globules blancs. Les corticoïdes, quant à eux, provoquent la fuite de ces lymphocytes qui quittent la circulation sanguine pour se réfugier dans les tissus. Il en résulte une baisse d'efficacité du système immunitaire due au fait que ces cellules ne se trouvent plus à l'endroit où on en a besoin d'elles. Les stupéfiants sont, et de très loin, les principaux responsables des immunodéficiences observées dans les pays développés. Les toxicomanes lourds ont une double raison d'être immunodéprimés. D'une part, les substances qu'ils s'injectent, l'héroïne notamment, ou inhalent, le crack, sont des poisons cellulaires. Par surcroît, les toxicomanes sont très fréquemment dénutris. Mais il existe un type de toxicomanie lié au mode de vie de certaines communautés homosexuelles, surtout aux États-Unis. Dans les lieux de réunion gays, backrooms, des bars et des boîtes de nuit, des saunas, tous les types de drogues circulaient sans retenue et au-delà de toute mesure. Les plus prisées d'entre elles étaient les poppers. Nitrite Valley, prédateur du système immunitaire et des vaisseaux sanguins. La découverte du virus. C'est une équipe de l'Institut Pasteur dirigée par Luc Montagnier, le découvreur du VIH, qui a la première annoncé la découverte d'une activité virale en 1983 à partir de prélèvements effectués sur un malade du sida. L'année suivante, l'équipe de Robert Gallo, aux États-Unis, fit une annonce similaire. On s'apercevra par la suite que Gallo avait quelque peu fraudé en utilisant pour sa découverte un échantillon de culture cellulaire que Luc Montagnier lui avait généreusement offert quelques mois auparavant. Il y aura la même mésaventure à Robin Weiss, le grand spécialiste britannique du sida, qui fut obligé de reconnaître que sa propre découverte du virus résultait du fait qu'il avait lui aussi reçu un échantillon de la culture de Luc Montagnier. On peut constater ainsi que, de part et d'autre de l'Atlantique, les trois équipes les plus en pointe sur le sujet, après plus de 2 ans de recherche, n'ont réussi à annoncer qu'une très vague présomption à partir de cultures cellulaires issues d'un même patient. Présomption, car si l'on s'en tient à la réalité des faits établis, ces deux équipes n'ont jamais annoncé avoir isolé un nouveau virus démontré comme étant la cause du sida. Il n'y a d'ailleurs, dans toute la littérature médicale, pas un seul article dans lequel on pourrait trouver la conclusion selon laquelle un tel rétrovirus a été isolé et que ce virus est la cause du sida. Virus, où es-tu? Le docteur Kerry Mullis, biochimiste, prix Nobel de chimie 1993, a tenté de nombreuses reprises d'obtenir auprès de ses confrères les références d'au moins une étude ayant démontré que le VIH était la cause du sida. Cette hypothèse était universellement admise. Il pensait que les preuves de l'immunodéficience provoquée par ce virus ne devraient pas manquer. Il tomba de haut. Voici la relation qu'il fit de ces déboires. Je n'ai jamais reçu d'aucun virologiste une réponse claire à ma question. Ils me disent tous, oui bien sûr, dès mon retour au bureau, je vous envoie ça. J'ai beau les rappeler, ils ne trouvent rien. Car en fait, les références que je cherche n'existent pas. L'hypothèse est sortie des articles de journaux, de bavardages, d'arrangements faits dans les couloirs des labos de virologie, ou bien de tout ce qu'ils se racontent entre eux lors de grands congrès annuels sur le sida. Cette hypothèse n'a donc rien à voir avec la rigueur scientifique. La seule fois où un virologiste m'a envoyé quelque chose,
Il s'agissait d'un article dirigé contre Peter Duesberg, dans lequel l'auteur Robin Weiss disait qu'il n'était pas nécessaire de voir le virus, ni de s'attarder sur les résultats expérimentaux, ni sur la transmission du sida. J'avais peine à croire mes yeux. Robin Weiss, le Robert Gallo anglais, se trouve être le détenteur d'un brevet britannique de test de séropositivité, ce qui explique peut-être son propos. Signalons, à titre d'anecdote, le fait suivant qui démontre bien avec quel acharnement la recherche officielle veut sauver sa théorie virale du sida. En juin 2000, un chercheur, dont nous tairons le nom par charité, a publié dans la prestigieuse revue Science un article dans lequel il annonçait que l'analyse de l'horloge moléculaire du VIH lui avait permis de trouver la date de naissance du virus, à savoir l'année 1931, l'événement ayant eu lieu en Afrique, évidemment. Il serait intéressant de poser 3 questions à ce chercheur. Comment a-t-il fait pour décrypter l'horloge moléculaire d'un virus que personne n'a jamais réussi à isoler? Serait-il capable, en analysant l'horloge de ses propres cellules, de trouver la date à laquelle a débuté son sida, syndrome d'intello-déficience acquise? Quelle technique a-t-il utilisée dans son laboratoire? Marc de café, tarot, boule de cristal, écriture automatique, sous hypnose, LSD? Voyage au pays des mutants. Depuis plus de 2 décennies, des milliers de chercheurs tentent de décrypter le génome du prétendu VIH. En vain, malgré l'arsenal technologique de pointe dont ils disposent, ils sont incapables de dresser sa carte génétique. Tout d'abord, personne n'est d'accord avec son voisin sur le nombre de gènes que contient le génome du virus. Certains disent qu'il y en a 8, d'autres en annoncent 9, d'autres encore les estiment à 10. Ensuite, les tentatives de décodage des séquences du génome donnent des éléments tellement disparates qu'il ne se trouve pas de laboratoire au monde pouvant présenter des résultats similaires. Selon une étude publiée en 1996, les différences constatées peuvent porter sur 40% du génome. Afin de démontrer l'énormité de ces différences, il faut signaler qu'entre toutes les races humaines, dans leur diversité, le génome ne varie pas d'1 pour 1000. La variation génomique entre un homme et un primate n'est guère que de 2%. Entre un homme et un éléphant, cette différence est d'environ 30%. Malgré les sommes colossales dépensées dans la lutte contre le sida et une mobilisation sans précédent du monde de la recherche, le syndrome continue à faire des ravages, tuant chaque année un grand nombre d'individus. Pourquoi cet échec? La réponse est double. D'une part, les véritables causes du sida ont été ignorées au profit de l'hypothèse virale. D'autre part, les traitements médicamenteux prescrits aux malades et aux séropositifs asymptomatiques sont d'une grande toxicité. Revenons au début des années 80. Les premiers cas de sida ont été détectés aux États-Unis au sein de la communauté homosexuelle et chez les toxicomanes par voie intraveineuse. Les autorités sanitaires, je suis désolé, il y a mon chat qui veut sortir. Voilà. Désolé, priorité au chat. Voilà. Je disais, les autorités sanitaires, comme les professionnels de santé, auraient dû se douter qu'ils étaient en face d'effondrement immunitaire provoqué par l'absorption de drogue, puisque l'abus de ces substances était de règle chez tous les patients. Cette interprétation, pleine de bon sens, fut sérieusement considérée jusqu'en 1984, date à laquelle on annonça avoir découvert un agent infectieux, le VIH, virus de l'immunodéficience humaine, à qui l'on attribua la responsabilité exclusive du syndrome. Ce n'est qu'à partir de ce moment que le grand public fut averti qu'un nouveau et terrible fléau menaçait le genre humain. Cela grâce à un battage médiatique fort bien orchestré dont le résultat fut de susciter un sentiment de terreur dans la population générale et un vent de panique dans la communauté homosexuelle. Comme le disait Coluche, le sida
est une maladie qui se transmet médiatiquement. Une fois de plus, le grand comique français avait vu juste. Des causes multiples. Il y a actuellement une trentaine de maladies répertoriées comme étant liées au sida, dont plusieurs n'ont strictement rien à voir avec l'immunodéficience. Ces maladies ne frappent pas aveuglément, mais sont fortement corrélées à un type particulier de maladie. Par exemple, le sarcome de Kaposi ne frappe que les homosexuels s'adonnant à certaines drogues, surtout les nitrites. Le pneumocystose se rencontre essentiellement chez les toxicomanes, par voie intraveineuse et les fumeurs de crack. Des hémophytes ne sont sujets qu'aux pneumonies et aux infections fongiques. Il est clair que chaque groupe d'individus dits à risque développe des pathologies typiques de ce groupe. Si un virus était la cause du sida, il provoquerait ces maladies de manière totalement aléatoire. Il en serait de même de la répartition géographique des diverses infections. Or, les maladies rencontrées dans les pays occidentaux ne recoupent pas celles des pays défavorisés. Chez les toxicomanes, la consommation de drogues récréationnelles, par opposition aux drogues médicamenteuses, provoque à moyen ou long terme des graves problèmes de santé, notamment une immunodépression et l'apparition d'affections définies comme étant celles du sida, tuberculose, pneumonie, désordre neurologique, perte de poids, fièvre persistante, lymphadenèpathie. Ce n'est pas une nouveauté. Déjà en 1909, une étude française avait mis en évidence ces phénomènes à une époque où la toxicomanie était encore peu répandue. Cette étude fut suivie de beaucoup d'autres, tout aussi démonstratifs, ce qui rend impardonnable l'aptitude des organismes et professionnels chargés de la santé publique qui avaient devant les yeux l'évidence d'un sida d'origine chimique, au moins dans le cas des toxicomanes. L'action profonde des drogues opiacées se fait de manière cumulative, ce qui explique qu'il faille plusieurs années pour qu'un toxicomane déclare ces maladies attribuées abusivement à un virus supposé prendre tout son temps avant d'attaquer. La prise au long cours de drogues psychoactives suffit donc à expliquer le sida des toxicomanes sévères. Néanmoins, le phénomène d'addiction s'accompagne le plus souvent d'un facteur aggravant qui va précipiter les choses. La dénutrition, c'est un phénomène courant, voire inéluctable chez l'héroïnomane. Cela est dû au fait que la prise de stupéfiants devient sa seule préoccupation, la monomanie comme on dit, et qu'il n'a plus d'appétit. Or, la dénutrition, nous le verrons plus loin, est comme depuis fort longtemps comme principale cause d'immunodépression. Chez les hémophiles. L'hémophilie est une maladie génétique héréditaire dans laquelle la coagulation sanguine n'est pas assurée de manière efficace. En cas de blessure ou de rupture de vaisseau sanguin, l'obturation de la lésion est incomplète par manque d'une substance, la fibrine. Le processus de coagulation fait intervenir une série de protéines appelées facteurs de coagulation. Chez les hémophiles, il y a carence ou absence d'un de ces facteurs. L'hémophilie est une maladie grave que l'on ne peut enrayer, mais qui se soigne au jour le jour grâce à des perfusions du facteur de coagulation manquant et, en cas d'hémorragie, par des transfusions de sang. Bien que les techniques de soins et la pureté des produits injectés soient en constante amélioration, l'hémophilie sévère reste une pathologie à l'issue souvent fatale. C'est depuis 1969 que l'on traite les hémophiles de manière préventive à l'aide de facteurs de coagulation de remplacement. La réaction immunitaire face à l'intrusion de ces substances étrangères se traduit par la fabrication d'anticorps dirigés contre elles. Plus l'individu produit de ces anticorps inhibiteurs, plus il faudra compenser leurs actions par une augmentation de la dose de facteurs de coagulation perfusés. C'est une véritable fuite en avant qui se traduit à la longue par un épuisement du système immunitaire. Dans les nombreux cas où l'hémophile reçoit également de multiples transfusions sanguines,
On doit s'attendre à une forte augmentation du taux d'anticorps et un véritable effondrement de l'immunité. D'autre part, le foie qui est en première ligne pour l'élimination des déchets métaboliques est l'organe le plus touché par ces injections répétées. Cela explique le décès de nombreux hémophiles à la suite de problèmes hépatiques, surtout avant l'amélioration des techniques de purification des produits extraits de produits sanguins et la fabrication de facteurs de coagulation issus des biotechnologies, les facteurs recombinants. Il est donc totalement inutile d'invoquer une hypothétique contamination du sang transfusé par un hypothétique VIH pour expliquer que les phénomènes qui existaient bien avant le sida. Enfin, la forte mortalité enregistrée parmi les hémophiles après 1987 s'explique par le fait qu'ils furent dès lors traités à l'AZT et non pas parce qu'ils étaient les victimes d'un sang dit contaminé. Chez les mal nourris, les carences alimentaires graves et prolongées sont responsables de la majorité des cas d'immunodéficience de par le monde, ce qui explique que le sida des pays pauvres, en Afrique notamment, n'ait rien de commun avec le sida des pays développés. Comme cela a déjà été signalé, on sait depuis près d'un siècle que la dénutrition est la première cause d'effondrement de l'immunité. Une alimentation suffisante et équilibrée fournit au corps des éléments essentiels comme l'eau, les substances énergétiques, protéiques et caloriques, les vitamines et les minéraux. C'est surtout le manque de protéines qui est dommageable pour le système immunitaire. Dans les populations défavorisées, la carence alimentaire peut commencer dès la vie fœtale, puisque la future mère dénutrie elle-même ne peut apporter les substances nécessaires à une croissance normale du fœtus. Les personnes sous-alimentées souffrent d'une atrophie de tissus lymphoïdes, réservoir des cellules immunitaires, et notamment du thymus, lieu de maturation du lymphocyte T, dont la taille peut être considérablement réduite chez les enfants. L'immunité cellulaire s'en trouve réduite en proportion du degré de sous-alimentation. Dans la zone intertropicale, le déficit protéinique est encore accentué par la présence de maladies endémiques touchant le système digestif en provoquant notamment des diarrhées. Ces déficits immunitaires sont réversibles puisqu'une alimentation correcte rétablit en quelques mois un taux normal de lymphocytes. L'AZT. En 1987, apparut le premier médicament antiviral prétendument spécifique du sida, l'AZT. Dès l'année suivante, le taux de mortalité des patients s'est mis à grimper en flèche. Cette mortalité très soudainement accrue était particulièrement évidente dans un groupe d'hémophiles séropositifs, étudié au Royaume-Uni. Au lieu de voir une relation cause à effet entre la toxicité de l'AZT et l'hécatombe, on préféra attribuer les phénomènes à une augmentation de la virulence du VIH. Si l'on s'en tient à l'hypothèse officielle, le VIH est un rétrovirus qui s'introduit dans certaines cellules immunitaires, les lymphocytes T4, dont utilise le matériel génétique pour se répliquer en de nombreux exemplaires. Le génome du virus, constitué d'ARN, est transcrit en ADN, appelé ADN proviral, qui s'insère dans le génome cellulaire. Le résultat est la fabrication d'innombrables copies de cet ADN proviral, ainsi que des protéines associées assemblées ultérieurement de façon à former de nouveaux virus. Toutes ces opérations sont réalisées grâce à l'intervention de plusieurs enzymes. La transcriptase inverse, qui synthétique l'ADN à partir de l'ARN. L'intégrase, qui permet l'incrustation de l'ADN proviral dans le génome de la cellule. La protéase, qui intervient dans l'assemblage des nouveaux virus. Tout médicament antiviral devrait donc aller chercher le virus là où il se trouve, en s'introduisant lui aussi dans les cellules. Le problème que soulève cette stratégie est le suivant. Toute substance capable d'inhiber la synthèse de l'ADN empêche tout autant la synthèse de l'ADN d'origine virale que celle de l'ADN cellulaire, c'est-à-dire du génome lui-même, bloquant ainsi la reproduction cellulaire et tuant la cellule. En induisant
la mort des cellules lymphatiques. Ces médicaments antiviraux sont donc immunosuppresseurs provoquant ou aggravant l'immunodéficience qu'ils sont censés combattre. L'azidotidine, ou AZT, fut découvert en 1964 et proposé en vue d'une utilisation dans les thérapies anticancéreuses. Ses effets dévastateurs et systématiquement mortels chez les souris de laboratoire ont suscité un rejet catégorique de la part des autorités chargées de l'accréditation de nouveaux médicaments anticancéreux. Autre temps, autre mœurs. Le besoin de fournir aux malades du sida une thérapie s'étant fait fortement sentir, tant du côté des politiques que de celui du corps médical et des virulentes associations anti-sida, on accorda de toute urgence l'autorisation surprenante de mettre sur le marché l'AZT malgré sa très haute toxicité. Les doses autorisées pouvaient aller jusqu'à 1,8 g par jour, qui est insensé au regard des ravages dont est capable cette molécule. Lors de la transcription de l'ARN rétroviral en ADN, tout comme lors de la reproduction du génome cellulaire, l'AZT s'introduit dans la nouvelle chaîne d'ADN en cours de synthèse et bloque son élongation, empêchant ainsi sa réplication. C'est pour cette raison que l'AZT, ainsi que les autres membres de cette famille pharmacologique, est appelé terminateur de chaîne ADN. Cette opération n'étant pas sélective, elle empêche non seulement la réplication virale, mais aussi la reproduction de toutes les cellules sans distinction. En conséquence, les tissus dans lesquels les divisions cellulaires sont extrêmement fréquentes, comme les muqueuses digestives et la moelle osseuse, sont profondément altérés par l'AZT. Cela explique le nombre catastrophique d'effets secondaires concernant la digestion ou les globules sanguins, anémie notamment, observés chez les patients exposés à ce médicament. Les autres antiviraux. L'AZT fait partie de la famille des analogues nucléosidiques, inhibiteurs de la transcriptase inverse. Ces antiviraux sont connus sous les noms génériques de DDC, zalcitabine, DDI, didanosine, D4T, stavudine, 3TC, lamivudine, encore ganciclovir, ténofovir, des noms bien compliqués. Quels peuvent être les effets nommés pudiquement indésirables de cette famille d'antiviraux? Effets d'ordre général: fatigue, fièvre, nausées, troubles visuels, anxiété, insomnie, dépression, perte d'appétit, perte de poids, douleurs musculaires et articulaires, courbatures, éruptions cutanées, alopécie, perte des cheveux, diminution de la masse musculaire, atteinte de la libido, effet sur le sang, baisse du nombre de globules rouges, de globules blancs, immunodépression donc, baisse du taux d'hémoglobine, augmentation du volume des globules rouges, atteinte de la moelle osseuse, lieu de fabrication des cellules sanguines, augmentation des triglycérides et du cholestérol, acidose lactique, effet sur certains organes, pancréatite, atteinte du foie, troubles gastro-intestinaux, vomissements, diarrhée, troubles respiratoires, destruction de la tête, de certains os comme le fémur, nécrose avasculaire, ulcère dans l'œsophage ou la bouche, effet sur le système nerveux, paresthésie, engourdissement, fourmillement, picotement, perte de la sensibilité, épilepsie, démence. Le deuxième grande famille d'antiviraux dédiés au sida est celle des analogues non nucléosidiques inhibiteurs de la transcriptase inverse. Autre nom compliqué à souhait, signifiant qu'ils s'attaquent directement à cette enzyme en bloquant son fonctionnement, sans avoir besoin de fournir un leurre génétique à l'ADN. Les principaux produits utilisés sont connus sous les noms de nevirapine, délavirindine, effervescine.
Leurs effets secondaires sont graves troubles hépatiques et digestifs, exanthème, éruption cutanée, sévère et surtout une atteinte du système nerveux central donnant lieu à des troubles du sommeil, de l'humeur et du comportement pouvant aller jusqu'à la psychose génératrice d'idées suicidaires. L'une de ces molécules, la névirapine, a été pointée du doigt à de nombreuses reprises comme étant particulièrement dangereuse pour l'enfant né ou à naître. Pourtant, cette névirapine est le fer de lance des traitements antirétroviraux administrés en Afrique aux femmes enceintes séropositives ainsi qu'à leurs nourrissons. La troisième catégorie est celle des inhibiteurs de pratéase, connus sous le nom génétique de ritonavir, indinavir, saquinavir, neflinavir, emprénavir, etc. Ils empêchent les enzymes appelées protéases de remplir leur fonction d'assemblage des nouveaux virus, ce qui entraîne la formation de particules virales incomplètes, donc non viables. Les effets secondaires de cette famille d'antiviraux sont également nombreux et recoupent en partie ceux des autres catégories. Néanmoins, certains troubles leur sont particuliers. Problèmes liés à un dysfonctionnement des intestins et traduisant par des diarrhées, des flatulences et des lésions du tube digestif. La lipodystrophie qui conduit d'une part à une perte de graisse au visage, aux fesses, aux membres, et l'autre part à d'une obésité abdominale et la constitution d'amas graisseux sur poitrine et sur la nuque, qu'on appelle aussi la bosse de bison. Avant que n'apparaissent ces inhibiteurs de protéases dans le traitement du sida, David Rasnick, biochimiste, expert en la matière, avait participé à une conférence. Il s'agissait des résultats d'expérimentation réalisés sur des souris auxquelles on avait réussi à supprimer un gène. Soit les mères étaient infécondes, soit les souriceaux naissaient parfaitement normaux. Mais autour du 26e jour, toutes les souris décédèrent, les unes après les autres. Les autopsies démontrèrent qu'elles étaient mortes de faim. Leur intestin était totalement détruit et leur système immunitaire effondré. La disparition des lymphocytes T et B étant due à une destruction massive du thymus et de la rate. En fait, le gène supprimé par les expérimentateurs commandait, entre autres, la synthèse d'une protéase nommée catepsine D, absolument nécessaire à la vie et que l'on trouve aussi chez l'homme. Lorsqu'arrivèrent les premiers problèmes intestinaux chez les patients traités aux antipratéras, David Rasnick comprit que la catastrophique aventure des souris génétiquement modifiées était en train de se produire chez ces cobayes humains. La cuisine politico-pharmaceutique. Et ce sera une des conclusions. Les laboratoires pharmaceutiques dépensent des sommes colossales pour assurer la promotion de leurs produits, et notamment les plus coûteux comme les antiviraux. Ce sont de grands pourvoyeurs de publicité, aussi bien dans les médias grand public que dans les publications spécialisées. Mais ce n'est pas leur seul moyen de communication, loin de là. Les médecins sont particulièrement choyés. Leur formation permanente est influencée d'une manière continue par les laboratoires pharmaceutiques. Certains médecins reçoivent régulièrement des substantiels revenus pour participer à des enquêtes sur les effets à long terme des médicaments et sont invités périodiquement à des congrès, colloques, symposiums et autres sections d'information dans des pays généralement situés sous les tropiques. Quant aux revues professionnelles destinées aux métiers de la santé, elles ne peuvent que très difficilement échapper au contrôle insidieux des firmes pharmaceutiques, ne serait-ce que par les bénéfices de la publicité. Les firmes pharmaceutiques sont les principaux fournisseurs d'informations à destination des journalistes. On comprend pourquoi tous les articles vont dans le même sens. En France, la commission qui était chargée de donner les autorisations de mise sur le marché, qu'on appelle AMM, des médicaments, était jusqu'à un passé récent composée majoritairement de membres ayant des liens d'intérêt avec les firmes pharmaceutiques de 65 à 85%.
La loi du 1er juillet 1998 a permis d'assainir la situation, ouais, en interdisant aux membres de ces commissions d'avoir partie liée avec l'industrie privée. Néanmoins, on peut se poser des questions sur le bien fondé des décisions prises par cet organisme, les essais réalisés sur les médicaments étant sous la coupe des firmes pharmaceutiques qui arrosent copieusement les services hospitaliers dans lesquels s'effectuent ces essais, plusieurs milliers d'euros par cobaye humain. En outre, les très nombreuses associations dites de lutte contre le sida sont quasiment toutes largement subventionnées par le laboratoire pharmaceutique. Cela explique le militantisme forcené de certains en faveur de la généralisation des thérapies antivirales. Aux États-Unis, la situation est encore plus grave qu'en Europe. Il se trouve en effet que les laboratoires sont parmi les principaux bailleurs de fonds des deux grands partis politiques. On comprend dès lors que les dirigeants protègent jalousement les intérêts de l'industrie pharmaceutique. Les tests de détection virale. Il existe plusieurs tests pour le diagnostic d'infection virale. Les tests indirects, qui ne détectent pas le virus lui-même, mais la préférence dans le corps du patient d'anticorps spécifiques fabriqués par son système immunitaire, en réaction à la présence de ce virus. Les tests directs, qui permettent de mettre en évidence de virus par observation directe au microscope électronique. Les tests basés sur l'infection de certaines cultures cellulaires. Je m'arrête là au niveau des tests et après on viendra à la dernière partie qui est vraiment très courte sur l'antigène et l'anticorps. Mais sur les tests de détection virale, je vous invite vraiment à lire ce livre. En fait, j'ai fait exprès de vous donner des informations un peu... on comprend pas tout ça. En fait, c'est un peu fait exprès. Je vous invite vraiment à acheter ce livre, à vous renseigner, à vraiment vous informer sur ce qu'est le sida, sur l'immunodéficience acquise. Et voilà, et de faire votre avis, plus que ça. Et si vous êtes médecin, si vous êtes professionnel de santé, tout ça, d'aller plus loin, tout ça. Moi, je peux pas aller bien plus loin. Je suis pas médecin, je suis pas professionnel de santé, mais j'ai lu ce livre et j'ai fait exprès de pas mettre les plus grosses bombes du livre. Hein. J'ai fait que parler notamment des traitements qui sont en fin de compte plus destructeurs que soigneurs, hein, et qui sont souvent la cause de drames humains, quoi. C'est tout ça que je voulais notifier parce que ça faisait un peu correspondance avec notre époque, hein. Et notamment, Andé, il parle des tests de détection virale et il montre à quel point ils sont différents de chaque pays. C'est-à-dire que si vous faites tester en France, vous pouvez être zéro positif. Et si vous le faites le même test mais en Australie, bah, vous ne l'êtes pas, par exemple. Parce qu'ils sont pas... les tests ne sont pas renseignés sur les mêmes facteurs. Et c'est hyper intéressant, quoi. Enfin bref, concluons sur les antigènes et les anticorps. Les antigènes constituent l'ensemble des molécules étrangères à notre corps et qui sont susceptibles de provoquer la fabrication d'anticorps. Sous ce terme générique sont réunis les éléments très variés, en forme et en taille, organiques ou chimiques, bactéries, virus, cellules, pollen, protéines diverses, fabriqués par certaines cellules, les lymphocytes de type B. Les anticorps sont des protéines dont la fonction est de s'accrocher aux antigènes pour les marquer, afin que les cellules du système immunitaire spécialisées dans l'élimination de ces antigènes puissent les repérer avant de les détruire. Voilà, je pensais que c'était intéressant de conclure là-dessus. Et je vous invite vraiment à vous interroger un peu plus, et notamment de vous recueillir cet ouvrage, et ensuite vous renseigner sur la vie de Étienne de Harven, sur Jean-Claude Rousset, de regarder les contre-thèses, parce qu'elles sont aussi intéressantes, voilà, de réfléchir à tout ça. Je vous conseille également de regarder le virus... à quelle proportionnalité d'hommes, femmes, enfants, vieillards, homosexuels, hétérosexuels, il touche les gens. Et ensuite, citez-moi un virus qui favorise plus un homme qu'une femme, qu'un enfant d'un vieillard, qu'un noir d'un blanc. Citez-moi un autre virus qui fait la même chose et expliquez-moi pourquoi. Voilà. Alors sur cette joyeuse conclusion, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne journée.
Que la paix soit avec vous.